Le 9 avril 2025, à Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Objet: les Jeux Olympiques de Paris 2024. Votre proposition d'autoriser le port du voile islamique lors des compétitions sportives. L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture de ce courrier et n'a aucune intention discriminatoire. Madame la ministre, j'ai le plaisir de vous remettre en pièces jointes et sous forme d'affiche une représentation des Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris en 2024. Le tableau original mesure 1,80 m sur 1,06 m. Sont à l'honneur, bien entendu, les athlètes, ici au nombre de 450. La cathédrale Notre-Dame de Paris, ses magnifiques rosaces, ses chimères et gargouilles ont été conviées pour les accueillir. À ses pieds, en souvenir du sauvetage de notre bijou national, un groupe de gymnastes des pompiers de Paris a été également invité à poser. Dans une somptueuse robe aux couleurs de la France, cousue par les petites mains de la maison Dior, la prodigieuse Axelle Saint-Cyril surplombe le tableau. Au centre, pose fièrement notre emblème, le coq. À sa cheville, un bracelet de perles formant le nom d'un de nos principes fondateurs longtemps chéris par notre gauche en particulier, laïcité. À la base du tableau, vous pourrez relire le message inscrit par la jeune athlète réfugiée afghane Manizha Talash sur sa cape déployée courageusement lors de sa prestation « Free Afghan Woman ». Manizha Talash, en ouvrant ses ailes, devait probablement savoir qu'elle serait, sur le champ, disqualifiée, ce qui arriva, conformément aux règles qui régissent les Jeux olympiques, toute initiative d'ordre politique entraînant une exclusion. Un peu plus haut, à droite du tableau, figure Sifan Hassan, cheveux au vent. Pourtant, lors de la cérémonie de clôture des Jeux, avant sa montée sur le podium, elle a choisi de mettre un voile sur sa tête et de le porter devant des millions de spectateurs, bien que connaissant très certainement les règles interdisant toute manifestation d'ordre politique, règle 50. Le voile est et reste un symbole fort en Occident de l'islam politique par définition. Sifan Hassan a-t-elle été sanctionnée, rappelée à l'ordre par souci d'égalité de traitement, ou a-t-elle été autorisée à enfreindre le règlement avant sa montée sur le podium? Rappelons-nous un moment fort en émotion à Mexico en 1968, sur le podium du 200 mètres, Tommy Smith et John Carlos prenant l'initiative, à la surprise générale, de lever un poing ganté de noir pour signifier leur opposition à la ségrégation raciale aux États-Unis. Noble cause, s'il en est. Avec Peter Norman, médaille d'argent solidaire, ils ont été suspendus, exclus du village olympique et radiés du mouvement olympique. Revenons à Paris 2024. Face au podium du marathon, le public réalise surpris qu'une deuxième entorse flagrante au règlement n'ait suivi d'aucune réaction ni explication. Le constat est douloureux. L'appel au secours contre l'idéologie islamique a été sanctionné, mais révérence est faite au voile islamique. Ce voile islamique a-t-il sa place dans le monde du sport? Sa signification que d'aucuns voudraient nous imposer comme une et unique suscite quelques réflexions. L'humanité a créé 10 000 religions, dit-on. De nombreuses ont survécu, parfois portées avec conviction, parfois avec doute. Dans le sport comme ailleurs, plusieurs sont représentés. On y voit aussi des athées et des agnostiques. Ne serait-il pas discriminatoire d'autoriser le port du voile islamique lors de compétitions sportives et d'interdire d'afficher de façon ostentatoire d'autres appartenances idéologiques ou particularismes? Votre proposition, une capitulation? Un coup de massue donné à nos forces vives qui, vent debout, s'opposent à une volonté de dévots ou de politique de le banaliser.
Votre projet participe au détricotage de dizaines d'années d'efforts déployés contre les violences faites à des millions de femmes qui se sentent aujourd'hui trahies. Mené jusqu'au bout, votre projet aura pour conséquence, à n'en pas douter, l'exacerbation des rapports de domination, des discords, des pressions familiales et communautaires qui sont permanentes sur fond d'obscurantisme généralisé. Nul ne peut ignorer les dégâts collatéraux qui s'ensuivraient également sur le plan politique général de notre pays. Est-il absurde de dire que les femmes souhaitant imposer leur voile dans le sport n'ont pas le monopole de la sensibilité et de la sensibilité du récepteur de l'image que renvoie ce voile islamique? Que fait-on? La représentation mentale du voile ne peut rester fixe, être définitive, elle est libre, indépendante de celle qu'en a la personne voilée, par choix personnel ou par contrainte. La charge symbolique puissante du voile, lorsque des mots lui sont associés, soumission, prosélytisme, violence, apartheid de genre, polygamie, excision, etc., prise en pleine face, peut être perçue comme déstabilisante, voire agressive. Le récepteur de l'image bombardé mentalement doit accuser le coup. La préparation mentale, si vantée dans le sport, comme un atout, prend aussitôt un sacré coup. Le dress code islamique est connu désormais de tous. Un voile, reconnu comme pièce maîtresse de cette panoplie, peut être vu et ressenti comme un bout de charia. Avec le voile, finit la neutralité dans le sport. Que le port de ce voile soit le fruit d'un choix personnel, d'un endoctrinement ou d'une instrumentalisation ne change rien à l'affaire. L'idéologie islamique est parvenue, à force d'entrisme décomplexé dans tous les secteurs de nos sociétés en Occident, à faire du voile son étendard immédiatement identifiable par tout un chacun. Au JO de Paris, c'est ce voile étendard qui a bénéficié d'un traitement de faveur alors qu'il symbolisait l'idéologie islamique dénoncée par la Big Girl disqualifiée. Les vitrines de cette idéologie sectaire, raciste et mortifère que l'Iran et l'Afghanistan offrent à nos regards et à nos consciences sont terrifiantes. N'oublions pas la petite mèche de cheveux qui dépassait du voile que portait Masha Amini et qui lui a coûté la vie. Nos actions ici ne pourraient-elles pas contribuer à sauver des vies là-bas? Le livre de témoignages écrit par Mona Jafarian, Je suis iranienne, est un autre appel au secours. L'Iran est un régime islamique autoritaire, tyrannique, dit religieux. Les franco-iraniennes, présentes sur notre sol, n'ont de cesse de battre le pavé devant nos yeux. Jusqu'à quand allons-nous rester aveugles et sourds à leurs cris, leurs appels à l'aide? Sur le tableau consacré aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, également 6 juin, les athlètes sont tous représentés en noir, en signe de deuil, afin de protester contre l'invitation adressée à l'Arabie saoudite à assister aux Jeux. Cette couleur choisie également pour rappeler celle des voiles dans lesquels les femmes saoudiennes étaient contraintes de s'envelopper. Seuls sont multicolores, de part et d'autre du tableau, de femmes, portant sur la poitrine la mention No Sharia. Les manifestantes, seins nus, au pied de l'hôtel de ville de Londres, tenaient à attirer l'attention des médias sur la participation aux Jeux Olympiques de pays qu'elles considéraient comme des régimes islamistes sanguinaires. Entre Londres 2012 et Paris 2024, il y a eu les massacres perpétrés par Mohamed Merah, un islamiste, à Charlie Hebdo par des islamistes, des pogroms comme par exemple au Bataclan par des islamistes, des décapitations telles que celles subies par un professeur d'histoire, Samuel Paty, par un islamiste. Je vous fais grâce des autres horreurs commises au nom d'Allah. Entre 1979 et avril 2024, 66 872 attentats islamistes ont été décomptés dans le monde. Ils ont provoqué la mort d'au moins 249 941 personnes, chiffre Fondapol. Et en 2025, encore meurtris dans notre chair, les menaces et les attaques n'ayant jamais cessé, nous apprenons que notre ministre des Sports suggère d'autoriser le port du voile lors des compétitions sportives. Votre proposition vient flatter les furieux qui menacent de mort tous les jours ceux qui ont le courage de se dresser contre leur idéologie totalitaire en la décriant à haute voix. Nos courageux payent le prix fort leur volonté de faire respecter notre liberté d'expression, chèrement acquise par nos prédécesseurs. Sans que cela semble inquiéter grand monde, ils sont contraints de se déplacer désormais sous escorte policière. Ne serait-il pas temps de réfléchir à une stratégie de dissuasion?
L'idéologie islamique a déjà pris ses quartiers en Grande-Bretagne. Elle y a même ses propres tribunaux. La Belgique, quant à elle, porte désormais un surnom d'évocateur, le Belgiquistan. Surpris sommes-nous? Les frères musulmans n'ont jamais caché leur projet. Toutes les nations, sans exception, doivent tomber dans leur escarcelle. À ce propos, je vous invite à lire ce livre très instructif écrit par l'ex-frère musulman Mohamed Louisi, « Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans après 15 années passées dans le militantisme actif ». Si une grande dame comme l'anthropologue française Madame Florence Bergeau-Blaclair, auteure de Le frérisme et ses réseaux, avait été invitée à tenir conférence sur le sujet en Conseil des ministres, auriez-vous maintenu cette idée d'autoriser le port du voile dans les compétitions sportives? Permettez-moi d'émettre quelques doutes. Savez-vous que contre ce qui est au cœur même de cette idéologie, des gens d'une nouvelle trempe ont décidé de se lever et de se battre? Leurs armes? Des mots. Uniquement des mots. Les échanges qu'ils nourrissent publiquement avec des musulmans sunnites, en particulier sur le Coran et les hadiths, ont permis l'édification d'un nouveau paradigme chez tous ceux, dont je fais modestement partie, qui souhaitent s'attaquer à la démystification de l'idéologie totalitaire la plus aboutie au monde qu'est l'islam. Ils œuvrent sans relâche. On les appelle les apostats de l'islam, les ex-musulmans. Je me permets ici de développer quelques-unes de leurs réflexions. Tout d'abord, d'où vient leur courage? Par réaction. D'une part parce que dans l'islam, la peine de mort qui leur est réservée serait immédiatement appliquée si la charia venait à s'imposer sur leur lieu de vie actuel, et d'autre part pour faire bouger les lignes de l'obscurantisme qui tue, qui emprisonne aussi leurs familles et amis de l'autre côté de la Méditerranée, pour crime d'apostasie ou d'athéisme. La grande majorité des apostats de l'islam vivent dans la plus grande discrétion leur apostasie, même en France. Mais petit à petit, ils apparaissent à visage découvert et expriment leur désir de consacrer une partie de leur vie au combat. Ils sont convaincus que ce combat peut être gagné, bien que difficile. Difficulté accrue par nos démocraties qui ouvrent des boulevards à leurs persécuteurs. Les apostats de l'islam se définissent comme des humanistes et des militants politiques. Un des pionniers de ce mouvement, Majid Oukacha, a publié récemment « Ex-musulman, le guide de survie ». Des conseils pour mieux se préparer à affronter désapprobation, insultes, rejets, voire menaces de mort, ici même en France. Leur mouvement se développe de façon exponentielle à l'échelle mondiale et se répète à l'envi que l'islam est né par l'épée et s'est propagé par l'épée. La violence lui a permis de perdurer 14 siècles, à travers aussi la transmission par héritage familial dans l'ignorance ou l'incompréhension de la majeure partie des textes du Coran, l'endoctrinement systématique des enfants et la menace de mort brandie toute leur vie en cas de sortie de l'islam, crime d'apostasie, la menace permanente de l'enfer, la conversion entre guillemets forcée pour sortir du statut de dhimmi, son impôt spécial et ses humiliations, ou pour échapper à la déportation, ou même pour faciliter les échanges commerciaux. La conversion permettait parfois d'échapper à l'esclavage, que l'islam n'a jamais aboli. À ce sujet, je vous invite à lire Le génocide voilé, écrit par l'anthropologue franco-sénégalais Tidiane Ndiaye. 17 millions de victimes en Afrique au cours de 13 siècles d'invasion arabo-musulmane sans interruption. Razzia, soumission et islamisation de l'Afrique du Nord, de l'Espagne. Je cite, des millions d'Africains furent rasés, massacrés ou capturés, castrés et déportés vers le monde arabo-musulman, à partir des comptoirs à chair humaine de l'Afrique orientale. Telle était en réalité la première entreprise de la majorité des Arabes qui islamisaient les peuples africains, en se faisant passer pour des piliers de la foi et les modèles des croyants. Une extinction ethnique par castration massive, programmée afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent une fois déportés en terre arabo-musulmane. Ils ont été privés de descendance. Les femmes, quant à elles, étaient réservées à la fonction d'esclaves sexuels. Ces dernières années, les apostats ex-musulmans ont donc investi la toile. Selon eux, Internet a changé la donne. L'islam ne devrait pas résister à la puissance d'Internet, disent-ils. Ces contradictions apparaissent au grand jour, la marche arrière paraît difficile. Désormais, les textes ne sont plus uniquement divulgués et récités par bribes par des imams, ils sont aujourd'hui disponibles en un claquement de doigts sur la toile. Ils sont restitués aussi par des apostats dans leur entièreté, c'est-à-dire que sont également lues les horreurs qui leur sont ailleurs cachées. Une des phrases de Voltaire est devenue un des leitmotifs des apostats. Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Leur objectif est la critique des textes dits sacrés uniquement, et non celle des musulmans.
Parmi ces derniers, certains, victimes d'endoctrinement, parfois s'indignent et s'insurgent en découvrant en même temps la réalité des textes du Coran ou hadith et la lecture qui en est faite par d'ex-coreligionnaires. Les échanges sont très souvent épiques. Selon les apostats de l'islam, la réaction est vive parce que jusqu'ici, personne n'avait osé critiquer frontalement et publiquement des textes qui légitiment des actes violents et dont ils ignoraient en fait le contenu réel. D'où la nécessité, toujours selon eux, de les habituer à entendre cette critique, afin qu'ils s'habituent, comme se sont habitués d'autres croyants, à entendre la critique de leurs dogmes, les chrétiens, juifs, bouddhistes, etc. Critiquer et encore critiquer les textes jusqu'à ce que les musulmans lambda parviennent à prendre suffisamment de recul, jusqu'à trouver dans l'absolu la critique normale, tout étant critiquable, afin qu'ils ne s'identifient plus viscéralement aux textes existants soumis à cette critique. Un des souhaits de ces apostats est de parvenir à ce qu'un jour une parole complètement libre puisse s'exprimer sur l'islam, sans craindre le déclenchement d'une réaction épidermique fatale. Lors de ces rencontres, musulmans et ex-musulmans, nous prenons conscience de l'ampleur du projet islamique, comprenons la volonté des apostats de le faire connaître au plus grand nombre et la nécessité de se mobiliser. Dans l'idéologie islamique, tout ce qui se base sur la raison, dans notre façon d'être, même au niveau le plus intime, doit être rééduqué. Les athées, dont je fais partie, sont comme les apostats dans le collimateur, tout autant que les musulmans, que les fréristes ne trouvent pas assez musulmans. Il faut les re-islamiser. D'où le rôle majeur du voile qui rend visible la re-islamisation en route et son avancée. La critique de l'islam est un humanisme d'utilité publique. Les ex-musulmans jouent les cartes de l'information et de la connaissance qui émancipent. En informant, en apportant des éclairages nouveaux, des schémas de pensée se modifient. Des idées, pourtant ancrées depuis la plus tendre enfance, chavirent, s'étiolent et peuvent même s'écraser au sol. Un vent de liberté nouveau souffle, irrésistible, grisant. Les témoignages des nouveaux ex-musulmans sont très émouvants. Le ministère des Sports ne pourrait-il pas s'inspirer de l'expérience accumulée des apostats en organisant des actions de prévention, des ateliers de réflexion par le biais des associations? Apporter des connaissances plutôt que courber l'échine. Emparons-nous de ce qui se trouve être à l'origine même des demandes particulières et ainsi amenons nos jeunes sportifs à regarder en surplomb les mécanismes de l'obscurantisme. Développons leur esprit critique en les poussant au raisonnement. Apportons-leur de nouvelles matières à réfléchir, à penser. Par exemple, faisons-leur découvrir l'origine du port du voile en islam. Une question brûlante d'actualité, pas du tout archaïque, elle n'a que 14 siècles. Même l'éducation nationale chargée d'instruire nos jeunes générations devrait être attentive à cette histoire. Voici l'histoire racontée par Aïcha, une des épouses du prophète. L'origine du port du voile islamique, Sahih Bukhari, 6240. Ouvrons les guillemets. Omar el-Khattab disait souvent au messager d'Allah que tes épouses se voilent, mais il ne le fit pas immédiatement. Les femmes du prophète avaient pour habitude de sortir la nuit pour répondre à l'appel de la nature à Al-Manassi, l'endroit où elles allaient faire leurs besoins. Nous sommes au 7e siècle. Une nuit, Saouda, une femme du prophète de grande taille, sortit. Omar la vit, alors qu'il était dans une assemblée, la reconnut et dit « Je t'ai reconnue, ô Saouda !» Omar fit cette remarque car il attendait impatiemment des directives divines concernant le voilement des femmes. Alors Allah révéla le verset du voile, Al-Hijab, qui exige une couverture complète du corps à l'exception des yeux. Fermons les guillemets. Omar était connu comme étant un des plus fidèles compagnons du prophète, mais aussi pour sa violence lorsque, sillonnant en bande les rues de Médine, il attaquait les femmes sur son passage, notamment la nuit, lorsqu'elles sortaient satisfaire des besoins naturels. En harcelant Saouda, Omar savait que Mahomet finirait par céder sur le voilement. Nota bene, Allah n'a pas fait descendre un verset sanctionnant les pervers comme Omar. Il lui a préféré le verset du voilement des femmes libres, mettant ainsi en danger les femmes esclaves qui avaient pour interdiction de porter le voile.
Ce verset tout droit descendu du ciel permet à Oumar de repérer rapidement ses victimes, non voilées, et de ne plus prendre le risque de cuisantes représailles en harcelant les femmes libres, épouses du prophète ou de notables. Précisons que l'expression femme libre, islamiquement parlant, sous-entend femme non esclave soumise à un homme, père, mari. Le voile révélé au 7e siècle dans un espace islamisé était un outil de ségrégation. Des rapports de soumission-domination, femme-homme, selon que la femme était voilée, recluse, soumise à un homme, ou pas voilée, esclave, elle un propriétaire. Des rapports de classe. Le port ou non du voile en était le signe distinctif. Voilé égale supérieur, donc respectable. Non voilé égale inférieur, donc open bar. Le hijab, quant à lui, est un instrument prosélyte des fréristes, comme le rappelle Florence Bergeau-Blaclair. Les fréristes, qui ont élaboré en 2020 un programme avec 7 priorités, dont l'inclusivité du hijab dans le sport, avec la ferme intention de faire plier toute résistance. Ne perdons pas de vue que l'islamisme a pour objectif l'instauration du califat par l'affirmation de la supériorité de l'islam sur toute autre civilisation. Quelques éclaircissements à propos des frères musulmans. Son fondateur, l'Égyptien Hassan al-Banna, avait dès 1927 des relations suivies avec le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini. Aussi, lorsque ce dernier a dû prendre la poudre d'escampette poursuivi comme criminel de guerre, il l'a accueilli en véritable héros à bras ouverts en Égypte. C'était en 1946. Le moufti, venu se réfugier chez son grand ami Hassan al-Banna, débordant d'admiration, avait pour fait d'armes une collaboration active avec les nazis. En 1941, il rencontre Mussolini, puis Hitler, et met à son service des milliers de soldats. Hérédité fièrement assumée par les frères musulmans, leurs directives sont fidèles à celles données par Hassan al-Banna en 1928. Stratégie de conquête. Premièrement, diffuser l'islam fréro-salafiste par toutes les voies légales et possibles, par la voie des mosquées, des associations culturelles et des rassemblements locaux, régionaux et nationaux. Deuxièmement, sélectionner parmi la masse populaire les ressources humaines futures nécessaires, en particulier les jeunes, en vue de les structurer, de les endoctriner dans des structures associatives et scolaires ouvertes pour en faire les cadres. Une sorte d'État dans l'État. Troisièmement, faire un bilan d'État pour s'assurer que l'entrisme opéré couvre toutes les sphères de la société. Quatrièmement, prendre le pouvoir suprême par la voie des élections, si possible, ou par la voie des 2 sabres croisés en dessous du Coran. Alors, pour le détail de ces 4 points, se reporter à Mohamed Louisi, qui avait donné une interview au Point en novembre 2020, notamment. Mohamed Louisi nous rappelle également le rêve promesse de Hassan al-Banna. La bannière d'Allah sera arborée au-dessus de l'Occident. La Méditerranée et la mer Rouge redeviendront islamiques. Des organisations très proches de cette mouvance frériste ont été récemment accueillies à l'Assemblée nationale. Un tapis rouge leur a en effet été déroulé par l'aile régressiste de la gauche actuelle. De telles collaborations, de telles liaisons aussi dangereuses font frémir. En 1979, Sartre et Foucault s'étaient déjà complètement fourvoyés dans la tragique histoire de la conquête de l'Iran par l'ayatollah Khomeini. Triste fin pour les militants iraniens de gauche qui lui avaient facilité l'accession au poste suprême. Leur récompense, la pendaison sur la place publique, devrait faire réfléchir plus d'un. Le ministère des Sports ne peut plus ignorer la réalité des intentions de ceux qui sollicitent ses faveurs en matière de port du voile ou du hijab dans le sport. Ne pourrions-nous pas nous engager dans des missions innovantes en osant remettre en question les dogmes, les piliers de l'islam? Tous ces sujets encore considérés comme sujets tabous. Le ramadan, un jeûne très strict, des bienfaits ou des prises de risques. Expliquons à nos jeunes sportifs que la croyance en la possibilité de comprendre la souffrance et la douleur des pauvres et des nécessiteux, en mangeant à satiété avant le lever du soleil, puis gloutonnement après le coucher du soleil, n'est qu'illusion. Évoquons les dangers de l'alternance jeûne-festin et les montées en flèche des cas d'obésité et de diabète
notamment dans les pays de la péninsule arabique. Donnons à nos jeunes sportifs des cours de biologie afin de leur reparler de l'horloge biologique, du fonctionnement de notre organisme, et apprenons-leur que de la façon la plus naturelle du monde, 365 matins par an, nous déjeunons, que notre jeûne nocturne est programmé, entre autres, pour nettoyer notre corps. Seul l'islam impose le jeûne sec, et ce durant 30 jours. Le jeûne sec déshydrate, réduit la fonction rénale. Les reins ne peuvent pas filtrer les déchets en l'absence d'eau. Le ventre vide de toute nourriture et boisson une journée durant provoque souvent fatigue importante, hypoglycémie, malaise, agressivité dans les familles ou les collectivités, état de somnolence et ou nervosité plus fréquent à cran. Dans le monde du travail aussi, accidents, ralentissements, des accidents de la route, etc. Afin d'éviter toute remise en question de leur dogme, les frères musulmans ont ressorti du placard le fameux concept d'islamophobie, vieux de plus d'un siècle, et judiciarisent à tour de bras leurs contradicteurs. La critique systématique de leurs textes fondateurs leur est insupportable. C'est pourquoi ils redoublent d'efforts et investissent des sommes colossales dans la lutte acharnée contre ceux qui, de façon éclairée, ont décidé de mettre fin à l'obscurantisme et à l'embrigadement à grande échelle de notre jeunesse. De la censure de notre parole libre dépendent leur survie et leur extension en Occident. En nous affirmant, en resituant publiquement et systématiquement le programme des fréristes à l'extrême droite, preuves à l'appui de notre échiquier politique, nous participerons aussi à la démystification de l'idéologie islamique, de ses adeptes et de ses alliés. Comment ne pas nous sentir investis d'un devoir moral d'information? Le regard d'un grand résistant, Boualem Sansal, nous manque. Si seulement il pouvait librement nous rejoindre. Nous pourrions lui demander ce qu'il pense de l'arrivée en France récente, autorisée par notre gouvernement, de 300 imams et récitateurs. Une autre question. Quelles sont les raisons qui l'ont amené à la conclusion suivante? Les mosquées disséminées partout sur notre propre territoire sont avant tout des lieux de gouvernement et non de culte. Avant de clore ce courrier, je souhaitais vous faire part d'un étonnement. Le 9 octobre 1981, la peine de quick a été abolie en France. Est-il normal de trouver dans le commerce en France des ouvrages tels que le Coran et les hadiths sans qu'aucune note de bas de page n'apparaisse à l'intérieur de ceux-ci, rappelant notre loi datant de 1981 à chaque fois qu'est préconisée ou ordonnée la peine de quick. Le Coran étant réputé irréformable, valable en tout temps et en tout lieu. D'autres annotations semblent s'imposer en bas de page, rappelant par exemple l'interdiction du mariage des petites filles, de frapper sa femme, des mutilations génitales, de posséder des esclaves. L'islam n'a jamais aboli l'esclavage, etc. La liste des notes nécessaires en bas de page est très longue. Ne laissons pas seuls ceux qui, tous les jours, risquent leur vie pour éveiller nos consciences. Nul ne pourra les accuser de non-assistance à société en danger. Nos héros menacés de mort, sous escorte policière, exemple Richard Malka, Florence Bergeau-Blaclair, les apostats ex-musulmans et athées actifs sur la toile ou sur le terrain, les féministes qui refusent de se soumettre au féminisme à géométrie variable, tous les croyants respectueux de notre principe fondateur, la laïcité. Rappelons les ouvrages de Christian Chesneau et Georges Malbruno, qui lèvent le voile sur l'entrisme islamique, les chèques distribués par le Qatar, entre autres, en France, et distillés afin que soient déployés des lieux porte-voix de l'idéologie islamique, ou remis à des politiques influents. Parmi eux, on retrouve sans surprise des ministres. Le Qatargate explose en 2022, un scandale toujours en cours. Des valises de billets de banque sont remises à des députés européens, dont une vice-présidente du Parlement, par des Qataris. Avec leurs billets, nos libertés achetées s'envolent. Avec leurs billets, les mâchoires de l'étau de l'obscurantisme se resserrent sur nous et nos jeunes générations. D'autres questions affluent. Quelle influence exercent les monarchies du Golfe sur le CIO?
sur le sport français et sur notre ministère des Sports? Des pressions sont-elles exercées? Avec l'espoir chevillé au corps de voir notre ministère des Sports se ressaisir, entamer une métamorphose avec la volonté politique de contribuer à l'épanouissement des jeunes sportifs en leur apprenant aussi comment esquiver la pompe aspirante de l'obscurantisme ambiant. Je vous souhaite, Madame la Ministre, bonne réception de cette longue lettre et de mes représentations des Jeux Olympiques de 2012 et de 2024, des Jeux très politiques. Avec mes respectueuses salutations. Laure T.